Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis ou je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, comme tu le vois, donc il y a assez d'espace pour passer, mais c'est juste. Donc quand c'est juste comme ça, on va faciliter le passage au bus, surtout en agglomération. Donc on ralentit ou si besoin, on s'arrête pour le laisser manœuvrer. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que devant nous, donc on a un piéton à droite qui prenait son chien, et surtout, on a une ligne blanche continue. Alors, tu peux dépasser le piéton à condition de le dépasser en chevauchant la ligne blanche. Hein. Tu n'as pas le droit de le dépasser en franchissant la ligne blanche, c'est-à-dire d'avoir les 4 roues à l'extérieur de cette ligne. Tu dois donc chevaucher, c'est-à-dire avoir 2 roues à l'intérieur de la ligne et les 2 roues à l'extérieur de la ligne. Bien sûr, il faudra respecter un intervalle de sécurité, mais ce n'est pas la question ici. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ce piéton? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je suis bien placé pour aller à Nîmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on est très bien placé pour aller à Nîmes via la A9. Par contre, on sera très très mal placé pour prendre la sortie 26. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle des lignes de dissuasion. Donc n'oubliez pas, les lignes de dissuasion, on peut les couper pour dépasser un véhicule lent et pour se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les seuls cas où on peut couper une ligne de dissuasion. Donc ici, je suis bien placé pour aller à Nîmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Avant de m'engager, je contrôle à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, je me retrouve dans une intersection où j'ai très très peu de visibilité à gauche. Donc, lorsque je vais m'engager, je ferai mes contrôles à gauche au cas où, si par exemple, un usager vulnérable comme un vélo aurait lui-même grillé son feu. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Ce symbole indique un parking réservé au tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Situé généralement en périphérie des villes. Oui, réponse C.
Non, réponse D. Alors, ce nouveau type de parking ont été créés justement en périphérie des villes, en général au début des lignes de tramway et de bus, pour que les usagers puissent se rendre en centre-ville, en transport en commun. Alors, le P plus R, c'est pas pour parking relais, c'est pour park and ride. Alors, ce ne sont pas des parkings spécifiquement réservés aux usagers des tramways. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 6. Je peux dépasser ces cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'on a une ligne blanche et des cyclistes qui circulent devant nous, on peut les dépasser. On peut les dépasser en s'assurant de chevaucher la ligne blanche et non pas la franchir. Je vous laisse aller dans la formation pour voir la différence entre franchir une ligne blanche et chevaucher une ligne blanche. Alors oui, on peut. On peut. Seulement, on peut à une seule condition. C'est que la visibilité nous le permette. Or, ici, on n'a aucune visibilité car la rue est en pente. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ces cyclistes? La réponse est la réponse B. Question numéro 7. En cas de long trajet, je dois prendre une pause toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très importante parce que c'est une question qui tombe souvent au code de la route. Donc, lors d'un long trajet, ou même tous les trajets qui excèdent 2 heures, tu dois prendre une pause d'environ 15 à 20 minutes minimum, toutes les 2 heures, afin de diminuer les effets de la fatigue. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Regarder dans les rétroviseurs suffit pour changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va juste jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Donc regardez bien là. Que ce soit sur le rétro intérieur ou extérieur, on n'observe aucune voiture à l'horizon. Ni derrière avec les rétros, ni devant. Alors, est-ce que ça suffit pour changer de voie de regarder par les rétroviseurs? Souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc ici, là, dans la petite animation, vous voyez très bien qu'on a un angle mort dans lequel peut se trouver une voiture. Donc, ça ne suffit pas de regarder dans les rétroviseurs, il faut tourner sa tête pour regarder ce qu'il y a dans l'angle mort. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Dans cette situation, s'arrêter au feu est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, tu remarqueras sur le rétroviseur intérieur qu'on a une voiture derrière nous. Mais elle ne nous colle pas. D'ailleurs, on voit ses phares. Devant nous, on a un feu qui est orange. Et un feu qui est à peu près, on va dire, 5 mètres devant nous. Si tu regardes bien le compteur, on roule à 28 km/h. D'ailleurs, on est en deuxième vitesse. Alors, il faut savoir que le feu orange t'oblige à t'arrêter. Le feu orange, c'est comme un feu rouge. Alors, ici, est-ce que c'est dangereux de s'arrêter ? Non, pour 2 raisons. La première, c'est que derrière nous, la voiture ne nous colle pas. En plus de ça, on roule à 30 km/h. La question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Et là, on va pas parler de distance d'arrêt parce qu'on sait que le feu est à l'orange. Donc, il n'y a pas de distance parcourue pendant le temps de réaction. On n'a que la distance de freinage. Donc, la question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Eh bien, la distance de freinage à 30 km/h est quasi nulle. Elle peut être considérée comme nulle. Donc, je vous en réfère au cours de la formation pour ceux qui veulent vérifier. Donc, ici, effectivement, j'ai le temps de m'arrêter. Il n'y a aucun risque également pour s'arrêter. Donc, la bonne réponse à cette question est la réponse B. Question numéro 10. La signalisation annonce un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais devoir allumer. Réponse C. Mes feux de position. Réponse D. Mes feux de croisement. Alors, comme tu le vois, ici, ce panneau indique donc la présence d'un tunnel. À savoir que ce panneau inclut en fait un autre panneau à l'intérieur de celui-ci, qui est celui de l'obligation d'allumer ces feux. Mais quel feu ? Vous êtes obligé d'allumer vos feux de croisement lorsque vous rentrez dans un tunnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 11. En cas de croisement difficile de véhicules de même gabarit sur une chaussée en pente, le véhicule qui doit s'arrêter en premier est réponse A, le véhicule le plus rapide, réponse B, le véhicule le plus lent, réponse C, le véhicule qui monte, réponse D, le véhicule qui descend. Alors, ici, on va aborder la notion de croisement difficile. Alors, pour résumer, il y aura 2 types de croisements difficiles. Vous allez avoir les croisements difficiles sur des rues en pente et les croisements difficiles sur les rues, on va dire, planes. Concernant le croisement difficile dans les rues en pente, vous avez 2 cas. Vous avez le cas où c'est 2 véhicules de même gabarit et vous avez le cas où ce sont des véhicules de gabarit différents. Et on aura la même chose pour les rues qui sont planes. Donc ça fait 4 grands cas pour les croisements difficiles. Alors, il y en a d'autres. Il y a d'autres cas qui sont des cas particuliers. Alors, ici, on se retrouve avec 2 véhicules de même gabarit sur une rue en pente. Donc, comment ça se passe ? Le véhicule qui descend devra s'arrêter en premier et, s'il le faut, il devra même reculer pour faciliter le passage au véhicule qui monte.
Et ce sera toujours comme ça. Donc ici, la bonne réponse est la réponse D. Alors ici, tu vois, on a juste vu même pas un 25e, un quart de la notion de croisement difficile. Sachant que il y a plein d'autres cas particuliers. C'est-à-dire que là, on n'a même pas vu, allez, même pas un dixième, d'accord, de la notion de croisement difficile, qui est une notion importante pour l'examen du code de la route. Donc je t'incite fortement, si tu ne les connais pas, à aller dans la formation. La formation, elle est là pour ça. Question numéro 12. À 3000 mètres, je pourrais prendre la A750. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, effectivement, ce pictogramme indique une bifurcation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autoroute dans laquelle vous êtes va se séparer en deux. Vous pourrez alors prendre dans 3000 mètres soit l'autoroute 75, soit l'autoroute 750. Donc effectivement, dans 3 km, je pourrais prendre la A750. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place sur la voie de gauche si cela est possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, si tu vois bien, devant nous, on a un véhicule d'intérêt général en intervention. D'ailleurs, tu peux voir qu'il a mis les plots de sécurité. Dans ce cas-là, lorsqu'un véhicule d'intérêt général intervient sur une chaussée, la première chose à faire, c'est de ralentir. Également, si tu en as l'opportunité, c'est de changer de voie. Effectivement, si la voie n'est pas déjà occupée par un autre véhicule. Donc ici, je me place sur la voie de gauche si cela est possible. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 14. Je circule sur une autoroute, oui réponse A, non réponse B, un itinéraire européen, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme tu peux le voir, au-dessus donc de la pancarte bleue, il y a ce qu'on appelle un cartouche. Ce cartouche te permet d'identifier la route sur laquelle tu roules. Alors, il y en a plusieurs des cartouches qui ont des couleurs, des lettres et des numéros différents. Par exemple, ici, A75, A pour autoroute 75, le numéro de l'autoroute 75. Juste en dessous, N89, N pour national, 89 pour le numéro de cette nationale. Juste un peu plus en dessous, E11 veut dire que tu roules sur l'itinéraire européen, E pour européen, numéro 11. Alors, si on se réfère à notre photo qu'on a ici, on voit que sur le cartouche, il y a A85, donc on roule sur l'autoroute A85, et E604, donc on roule également sur un itinéraire européen numéro 604. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi,
un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Le feu est vert. Je laisse quand même passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a donc un passage piéton qui est régulé par des feux de signalisation. Donc ici, c'est la signalisation qui prime. Donc le feu est vert pour nous, alors nous sommes prioritaires. Donc je ne laisse pas passer les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. À cette intersection, je dois marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. La rue dans laquelle je roule est à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, on arrive à cette intersection où on a un stop avec un marquage au sol qui indique un stop et une signalisation verticale qui indique le stop. Donc, je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne blanche. Ensuite, est-ce que je roule sur une rue à sens unique? Eh bien oui. Et comment on le sait? Il y a plusieurs indices qui nous montrent qu'on roule sur une rue à sens unique. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez que la ligne blanche prend toute la largeur de notre rue, ce qui montre qu'on est dans un sens unique. En plus, on a 2 panneaux stop, un à droite, un à gauche, qui nous montrent bien qu'on est dans un sens unique. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 17. La conductrice a posé un triangle de présignalisation après une immobilisation de son véhicule. Elle a respecté la procédure réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un usager qui a une voiture immobilisée. Alors ça peut être pour une panne ou un accident, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture est immobilisée. Est-ce qu'elle a respecté la procédure réglementaire? Alors, ici on voit qu'elle a posé son triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Ce qui est une bonne chose. Cependant, c'est pas assez. Il y a 2 choses qu'elle a oublié de faire. La première chose, c'est de mettre ses feux de détresse. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire lorsque ta voiture est immobilisée sur la route. Alors, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on ne sait pas si elle est en panne ou qu'elle a eu un accident, peut-être que sa batterie ne fonctionne plus et qu'elle ne peut pas mettre ses feux de détresse. Là, je te donne un point. T'as raison, c'est possible qu'elle puisse pas allumer ses feux de détresse.
D'accord, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un autre truc qu'elle a oublié de faire, qui est indépendant du véhicule ou de l'état du véhicule. Alors c'est quoi qu'elle a oublié de faire? Ben, elle a oublié de porter son gilet haute visibilité, qui est obligatoire en cas d'immobilisation du véhicule lorsqu'on sort. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 1. Mettre les feux de détresse, quand on le peut. 2. Mettre son gilet haute visibilité. 3. Aller chercher son triangle et le poser 30 mètres en amont du véhicule. Donc ici, elle n'a pas respecté la procédure réglementaire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. Je peux m'arrêter devant l'arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors non, il est formellement interdit de s'arrêter ou de stationner devant un arrêt de bus. Ça constitue une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 135 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 19. J'utilise de préférence le régulateur de vitesse. Réponse A, sur voie rapide. Réponse B, en agglomération. Alors, le régulateur de vitesse, c'est vraiment pour tout ce qui est voie rapide, autoroute ou route. Très déconseillé en agglomération parce qu'en fait, vous réglez votre vitesse par exemple à 50 km/h, alors qu'en agglomération, il peut se passer plein de choses. Il y a énormément d'usagers vulnérables par exemple. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 20. Cet appareil est un... Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc ici, on a affaire à un éthylotest. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, vous pouvez aller dans la formation. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Pour conduire, votre acuité visuelle doit être au minimum de 7 dixièmes à chaque œil. Réponse A. 8 dixièmes au total. Réponse B. 5 dixièmes au total. Réponse C. 4 dixièmes à chaque œil. Réponse D. Alors, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un petit objet situé à une certaine distance.
En général, on mesure ça chez un ophtalmologue. À ne pas confondre avec le champ visuel, qui est un concept totalement différent, qui lui est la proportion de l'espace vu par un œil regardant droit devant lui. Si vous voulez connaître la différence entre l'acuité visuelle et le champ visuel, je vous invite à aller dans la formation. C'est important parce qu'effectivement, il y a énormément de questions en examen officiel sur le champ visuel, l'acuité visuelle. En France, il faut une acuité minimale de 5 dixièmes au total pour pouvoir conduire. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 22. Le taux d'alcool maximal autorisé est de, pour un permis probatoire, réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,1 mg par litre d'air. Pour un permis normal, réponse C, 0,5 g par litre de sang, réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors, ça, c'est vraiment une question de cours qu'il faut apprendre par cœur. Je vous conseille vraiment de vous former. On a mis en place une formation. Vous pouvez aller la voir. Elle est en lien dans la description de la vidéo. C'est vraiment des questions qui sont très récurrentes à l'examen du code de la route, nouvelle réforme. Alors, comme vous le voyez sur ce document de cours, donc pour un permis normal, le taux maximal autorisé d'alcool est de 0,5 g par litre de sang. Ce qui correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un probatoire, par contre, la limite est plus basse. Elle est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, si vous regardez bien, tu vas peut-être me dire, bah oui, mais c'est 0,5 g ou c'est 0,8 g, par exemple, pour un permis normal. Alors, le taux maximal autorisé avant contravention, par exemple pour un permis normal, il est de 0,5 g par litre de sang. Mais il y a un taux qui est délictuel. C'est-à-dire qu'il y a un taux qui est de 0,8 g par litre de sang, que vous soyez dans un permis normal ou probatoire. Si vous dépassez les 0,8 g par litre de sang, là, cette infraction n'est plus une contravention, mais un délit. Ah! Et là, tu vas me dire, bah oui, mais c'est quoi la différence entre une contravention et un délit? Alors ça, c'est important quand même à savoir. En fait, une contravention et un délit, ce sont des infractions. Il y a différents types d'infractions qui sont classées selon leur gravité. Donc, les moins graves, c'est les contraventions. Ensuite, vous avez les délits. Et ensuite, vous avez les crimes. Bon, on ne parlera pas de crimes ici, parce qu'on parle de code de la route. Nous, on va parler des contraventions et des délits. Donc, concernant les contraventions, ils sont classés par classe. Contravention de première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième classe. En général, c'est des amendes. Parfois, vous allez avoir, par exemple, des suspensions de permis selon certains cas. Par contre, les délits, c'est et des amendes et des peines de prison qui vont de 2 mois jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc, voilà pour les contraventions et les délits. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et C. Question numéro 23. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 110 km/h, réponse B, 130 km/h.
Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. J'ai pas mal insisté sur les questions des vitesses maximales autorisées sur ce test, parce que c'est des questions qui sont très, très, très récurrentes le jour de l'examen. Alors, ici, on est sur autoroute, comme vous le voyez sur la pancarte sur fond bleu qui est à droite. On va reprendre donc le tableau des vitesses maximales autorisées. Donc la vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 130 km/h, sauf en temps de mauvais temps. Donc quand il y a un mauvais temps, la vitesse maximale autorisée est réduite à 110 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je cède le passage au piéton. Alors, ici, il faut que tu vois deux choses. La première, c'est que le piéton est sur ta voie de circulation. De plus, on voit très bien qu'il a l'intention de traverser la rue. Donc, pour ces deux raisons, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas céder le passage au piéton. Effectivement, tu vas pas accélérer parce qu'il y a un danger devant toi et surtout, c'est un danger avec un usager vulnérable. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 25. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D, réponse B, la lettre N. Une fois stationné, je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P, réponse D, la lettre R. Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique, donc pour les voitures automatiques. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. La distance de freinage est plus longue par temps de pluie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là aussi, question évidente. Effectivement, la distance de freinage va être rallongée par temps de pluie, tout simplement parce que la chaussée sera humide. En général, la distance de freinage est 2 fois plus longue par temps de pluie que par temps sec. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. L'indicateur de vitesse est en panne.
je risque une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, il est interdit de rouler avec un indicateur de vitesse en panne. Donc la bonne réponse est la réponse A. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de ne pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, tu es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 28. Le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce contexte, je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça c'est un point qu'on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos YouTube et également donc dans l'information. Alors est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste? Comme vous le voyez ici, on a une ligne blanche. Donc est-ce que lorsqu'on a une ligne blanche, on peut dépasser un cycliste? Bon, la réponse est oui, mais à plusieurs conditions. Rappelez-vous, il y a une nuance entre franchissement et chevauchement. C'est-à-dire que là, vous pouvez dépasser le cycliste à condition que vous chevauchiez la ligne blanche. Donc, on va revenir donc, sur la notion de chevauchement et de franchissement. Là, par exemple, dans ces petites animations, voilà. Vous pouvez dépasser le vélo si vous chevauchez la ligne. Par contre, si vous la franchissez, c'est-à-dire si les 4 roues sont à l'extérieur, alors ça c'est interdit. Par contre, si vous chevauchez, c'est-à-dire que vous avez toujours les 2 roues à l'intérieur de la voie, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Et donc là, pour le coup, c'est autorisé, même avec une ligne blanche. Ensuite, deuxième question. Dans ce contexte, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Si vous regardez bien, lorsqu'on regarde au loin, on a un virage très serré. En fait, on a une très mauvaise visibilité de ce qui se passe à environ 50 mètres. D'ailleurs, si vous regardez bien, et ça aussi on l'a vu à plusieurs reprises, on a ce qu'on appelle des balises à chevrons. Donc ces balises à chevrons vous avertissent d'un virage dangereux. Donc ici, on ne peut pas dépasser le cycliste. Certes, on est autorisé à dépasser par le marquage au sol, mais dans ce contexte
de manque de visibilité, on ne pourra pas dépasser le cycliste. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 29. Le véhicule noir vient de commettre une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu as pu le voir, le véhicule noir est passé alors que le feu était au rouge. C'est une infraction de 4e classe qui est punie d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Cette notice me permet A. de connaître le PTAC du véhicule, B. de connaître la pression des pneus, C. de connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Un siège enfant homologué doit être adapté à son âge, oui réponse A, non réponse B, à sa morphologie, oui réponse C, non réponse D. Alors, les sièges auto doivent effectivement être adaptés à l'âge de l'enfant et à sa morphologie. Alors, la dernière homologation sur les sièges auto, qui est la R44, préconise 3 types de sièges. Oui, vous avez tout d'abord donc le siège à coque pour les enfants mesurant jusqu'à 83 cm. Ensuite, vous avez les sièges baquets pour les enfants ayant une taille allant jusqu'à 1 mètre. Et ensuite, pour les enfants de plus d'1 mètre et qui ont moins de 10 ans, le fameux siège avec dossier. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 32. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on peut voir deux choses. Déjà, à droite, le feu vert. Ensuite, devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une voiture qui est à l'arrêt. Pourquoi on sait qu'elle est à l'arrêt? Parce qu'en fait, elle a les feux stop allumés, en rouge. Alors, dans ce cas-là, je rentre dans une intersection qui est bouchée. Donc, je ne klaxonne pas. De toute façon, il est interdit de klaxonner en agglomération, à part danger imminent. Ici, certes, le feu est vert, mais l'intersection
est bouché. Donc, je reste là où je suis. Je ne passe pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. L'utilisation du téléphone au volant est responsable de réponse A, 10% des accidents, réponse B, 30% des accidents. Est puni par un retrait de réponse C, 3 points, réponse D, 4 points. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, l'utilisation du téléphone est responsable de 10% des accidents de la route. Également, l'usage du téléphone au volant, c'est une infraction de classe 4. Et vous encourez donc un retrait de 3 points et 135 € d'amende. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 34. Cette signalisation indique réponse A, une ZFE, réponse B, une zone interdite à tous les véhicules, réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques, réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau ? Si tu ne le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là, ce panneau-là que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion
excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qui a marqué dans ce panneau? Sauf catégorie. Et puis bon, là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau? Ben, c'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation? Ça veut dire que dans cette zone, donc après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette, critère 1, 2, 3 et véhicule vert. C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission. Vous savez, c'est tout nouveau, ce qu'on appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 35. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Il est obligatoire de la présenter lors d'un contrôle de police. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, il faut savoir que l'assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous les véhicules. Alors, la question c'est maintenant, est-ce que c'est obligatoire de le présenter lors d'un contrôle de police? Eh bien, plus maintenant, depuis avril 2024, vous n'êtes plus obligé de le présenter lors d'un contrôle de police, tout simplement parce qu'ils ont un nouveau fichier, donc le fichier FVA, donc fichier des voitures assurées. Donc ils savent juste, via la lecture de votre plaque d'immatriculation, si vous êtes assuré ou non. Donc il n'est plus obligatoire de présenter son assurance lors d'un contrôle de police. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 36. Ce panneau indique A, une bande cyclable, B, une piste cyclable, C, un débouché de vélo. La bonne réponse est la réponse C, un débouché de vélo. Question numéro 37. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de notion de base. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est réglementaire, eh bien, on regarde les lignes de rive. Alors, comme toujours, hein, si on veut savoir si on respecte les distances de sécurité, on regarde les lignes de rive à droite. Pour qu'elles soient respectées, il nous faut 2 lignes de rive. Ici, on s'aperçoit qu'on a les 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant nous. Donc, la distance de sécurité est respectée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Ne pas porter un gilet haute visibilité en cas d'immobilisation est sanctionné par une amende de 135 € et la perte de 3 points. Oui, réponse A, non, réponse B. Ne pas posséder un gilet de haute visibilité
est sanctionné par réponse C, une contravention de première classe, réponse D, une contravention de quatrième classe. Alors, tu dois savoir qu'en cas d'immobilisation, il est obligatoire de porter un gilet de haute visibilité avec le marquage CE. Sinon, tu seras sanctionné d'une amende de 135 €. Il n'y a pas de perte de points. Également, tu dois obligatoirement posséder dans ton véhicule un gilet jaune. Dans le cas contraire, tu peux être sanctionné par une contravention de première classe. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39.
Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez une chose. C'est que en France, on roule à droite. Donc, ici, on est très mal placé. On n'a pas le droit de rouler au milieu. À part si vous dépassez une voiture qui est dans la voie de droite. Donc, ici, on est très mal placé. On doit se rabattre. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Je peux conduire dans tous les pays de l'Union européenne avec réponse A, mon permis probatoire, réponse B, ma déclaration de perte du permis de conduire. Alors sachez qu'il est interdit de circuler en Union européenne seulement avec votre déclaration de perte du permis de conduire. Par contre, vous pouvez rouler avec votre permis probatoire. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.